Le 22 novembre à 10h51 UTC, un événement si minime qu'il est presque passé inaperçu s'est produit. Sur le terminal de suivi de l'Agence spatiale européenne, une simple ligne de télémétrie en temps réel a fluctué de moins d'un dixième de degré. Pour un observateur non averti, cela aurait pu ressembler à un simple dysfonctionnement de capteur ou à un léger arrondi orbital. Mais pour Félix Morvin, un analyste récemment diplômé et originaire de Darmstadt, ce micro-écart n'était pas un chiffre. C'était un signal. À ce moment précis, Félix détecta un changement dans la trajectoire d'approche de l'Atlas D3i. L'objet, qui avait pénétré dans notre système solaire sur une trajectoire hyperbolique, cessa de suivre sa courbe prévue. Au lieu de poursuivre sa sortie naturelle, il inclina légèrement son vecteur vers le plan orbital de la Terre. Ce n'était pas un changement violent ou chaotique. C'était un ajustement progressif. C'est précisément cette précision qui a donné l'alerte. Les objets naturels comme les comètes, y compris celles provenant de l'espace interstellaire, ne suivent pas des trajectoires aussi nettes. Ils peuvent osciller, tourner sur eux-mêmes, perdre de la matière, et ces processus modifient parfois leur trajectoire, mais de façon erratique. La sublimation de la glace produit bien une poussée, certes, mais c'est une force complexe et imprévisible. Personne n'observe de correction de trajectoire qui semble intentionnelle. Celui-ci, en revanche, semblait l'être. Le supérieur de Félix a examiné les données et les a immédiatement transmises à un canal confidentiel du Centre européen des opérations spatiales. À au bout de 45 minutes, la classification interne de l'objet a changé silencieusement, de transitoire interstellaire un capture du candidat, en attente de confirmation orbitale. Aucun communiqué de presse, aucune annonce. Juste une modification discrète dans un champ de métadonnées que peu de gens auraient remarqué. Ce seul mot capturé a renversé l'interprétation du phénomène. En astrodynamique, ce n'est pas un hasard. Cela indique qu'un corps qui aurait dû se déplacer librement dans l'espace semble au contraire être lié gravitationnellement, ou s'être retenu de lui-même. Et l'inclinaison observée n'était pas compatible avec un ralentissement naturel. Et la pression du rayonnement solaire peut lentement dévier la trajectoire d'un objet, le poussant grâce aux photons. Mais ce qui s'est produit n'était pas une dérive progressive. Il s'agissait d'un changement angulaire unique et précis qui a rapproché Triatlas de l'orbite terrestre. Ce qui rendait la chose encore plus troublante, c'était sa précision. Et elle n'errait pas au hasard. Et elle se tournait vers nous. Quelques heures plus tard, les calculs ont été répétés par deux équipes indépendantes. Le JPL et ExoMars. Ils sont tous arrivés à la même conclusion. Et si le lanceur était resté stable, Triatlas aurait franchi le plan orbital de la Terre en 38 jours. Non pas sur une trajectoire d'impact, mais le long d'un arc d'intersection extrêmement précis. Comment enfiler un fil dans le chat d'une aiguille à une distance de plus de 2 millions de kilomètres, une marge trop faible pour être le fruit du hasard. Malgré cela, aucune agence n'a publié de communiqué. Une nouvelle période d'observation a été attribuée à Goldstone. Non pas vers la position prévue de la comète, mais vers le nouvel angle détecté par le système de suivi. En remontant le temps, cette ligne passait exactement dans la région où, quelques jours auparavant, la queue de l'objet avait soudainement disparu. Comme si le comportement anormal et la manœuvre étaient liés. Et la question était donc inévitable. S'agit-il d'une comète réagissant à la chaleur solaire, ou d'un phénomène déclenché par un autre stimulus, car, si c'était vraiment une comète, elle aurait simplement effectué une manœuvre compatible avec un système de guidage. Si ce n'était pas une comète, alors le décalage de 10h51 n'était pas une anomalie. C'était un choix. Alors que les télescopes du monde entier étaient repositionnés sur leur nouvelle trajectoire, une question a commencé à circuler discrètement dans les couloirs. Que désigne cet objet, et pourquoi ce changement de direction s'est-il produit précisément au moment où la Terre entrait dans son champ de vision? Les comètes sont complexes. C'est ainsi qu'elles deviennent brillantes. En se réchauffant, leur glace se transforme en gaz, créant une coma et une queue qui réfléchissent la lumière du Soleil. Plus elles s'approchent du Soleil, plus elles deviennent chaotiques et brillantes. Mais le matin du 22 novembre, lorsque Triatlas a modifié son lanceur, il manquait quelque chose de fondamental. Et il n'y avait pas d'avion à réaction. Pas de file d'attente. Aucune émission thermique. Aucune trace ne permet d'expliquer ce changement de CAP. C'est là le problème, car chaque phénomène connu susceptible de propulser une comète, sublimation, éruption de gaz, éjection de matière, produit des signaux visibles. À cette distance du Soleil, la glace aurait dû bouillir. La coma aurait dû se développer rapidement. Les spectromètres étaient censés détecter la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone, le monoxyde de carbone, la poussière, les éléments habituels. A eu lieu de cela, rien. Les relevés infrarouges du télescope spatial James Webb n'ont révélé aucune asymétrie, même infime, de température à la surface. La face exposée au Soleil est restée froide, incroyablement froide. Bien en deçà du seuil de sublimation de tout composé volatile connu. Sans chaleur, il n'y a pas de sublimation. Et sans sublimation, il n'y a pas de moteur. C'est là que réside la contradiction centrale. S'il n'y a pas d'émission, pas de matière éjectée, pas de force observable, qu'est-ce qui a provoqué ce changement? La situation est devenue encore plus délicate lorsque différents observatoires, terrestres et spatiaux, ont comparé leurs données. Ils ont tous confirmé la même réalité. Le cours du cours avait changé. Et tous ont confirmé la même absence totale de signaux. Pas de jet,
Pas de traces, aucune perturbation dans le feuillage. L'objet s'est comporté comme un véhicule effectuant une manœuvre contrôlée, mais elle ne laissa aucune trace attribuable à une propulsion naturelle ou artificielle. Non seulement il n'avait pas de queue, et elle n'y avait même pas la moindre trace. Ce n'était pas la première fois que cette absence était constatée. En octobre, un télescope solaire chilien avait enregistré une image brute montrant une sorte de petit nuage conique dirigé vers le Soleil. L'observateur l'avait décrite comme un jet frontal, un phénomène totalement incompatible avec la physique des comètes. Les queues ne pointent jamais vers notre étoile. Le vent solaire pousse toujours la matière dans la direction opposée. Mais l'objet semblait ignorer cette loi fondamentale. Il se déplaçait à contre-courant. Et ce souffle, apparu une seule fois, ne se reproduisit jamais. Il ne se répéta pas, ne laissa aucune trace. Un simple épisode isolé. Après cela, plus rien, ni traînée de poussière, ni traînée d'ions, ni changement soudain dans le coma. Juste le calme. Cette absence d'activité est cruciale. Sans force extérieure, il ne peut y avoir de mouvement, et sans cause, aucune déviation ne peut se produire. Pourtant, l'objet avait bougé. Les scientifiques de l'Observatoire européen austral avaient tenté une interprétation. Peut-être que Triatlas était plus dense que prévu. Peut-être possédait-il une masse suffisante pour résister à l'action de la chaleur du Soleil. Mais cette hypothèse n'expliquait absolument pas la précision du changement de cap. En effet, un corps plus lourd devrait réagir moins et ne pas effectuer de corrections aussi brusques. D'autres chercheurs avaient émis l'hypothèse d'un mécanisme invisible, peut-être une accélération induite par des champs magnétiques, ou une composition exotique capable de réagir de manière inhabituelle au flux solaire. Mais ces idées étaient fondées sur du vide. Aucune mesure ne les soutenait. Aucun signal énergétique détecté. Aucune rotation irrégulière n'a été observée. Dans le monde de l'astrophysique, lorsqu'un objet change de trajectoire sans laisser d'indice, il n'y a que deux possibilités. Soit nous avons affaire à quelque chose de complètement nouveau, soit nous n'observons pas un corps naturel, mais un système. Un tout doté d'un contrôle interne. C'est cette théorie qui commençait discrètement à se répandre parmi certains analystes. Cet atlas de Tri n'était pas un simple fragment interstellaire. Il pourrait s'agir d'une plateforme, d'une enveloppe stabilisée, d'une structure conçue pour se déplacer sans émissions observables. Non pas une comète, mais un conteneur. Dans ce cas, l'absence de sublimation ne serait pas une anomalie, mais une caractéristique distinctive. Une confirmation discrète qu'une intelligence est à l'œuvre. Non pas parce qu'elle manifeste, mais parce qu'elle choisit de ne pas manifester. Lorsque l'anomalie de trajectoire a été enregistrée à 5h11 UTC le 22 novembre, l'Agence spatiale européenne n'a pas immédiatement donné d'alerte. Chaque jour, les écarts observés dans les trajectoires des corps cométaires sont attribués à des variables connues, oscillations du vent solaire, légères imprécisions dans le pointage des télescopes, voire de minimes fluctuations logicielles. Mais à 17h37, les chiffres restaient exceptionnels. L'écart persistait et s'était même légèrement accentué. À 5h42, un système automatique a activé un protocole silencieux à l'intérieur du Centre européen d'opération spatiale de Darmstadt. L'objet, catalogué sous le nom de Triatlas, venait de franchir un seuil, non pas physique, mais de définition. Jusqu'alors, son comportement était routinier. Transitoire interstellaire, un corps hyperbolique non lié gravitationnellement. Un visiteur destiné à effectuer un seul passage autour du Soleil avant d'être éjecté à jamais. Mais les nouvelles données racontaient une histoire différente. Ils ont indiqué une diminution de la vitesse. Ils ont montré un réalignement. Surtout, ils ont révélé un comportement trop méthodique pour être attribué à de simples processus naturels. L'alerte n'a pas été rendue publique. Elle est restée cachée dans un champ de métadonnées lié à la base de données interne. Mais les conséquences n'ont pas échappé à l'attention. En moins de 20 minutes, les autorisations d'accès aux journaux de télémétrie de Triatlas ont été redistribuées. Les dossiers internes comme modélisation des éphéméridae et des croissances orbitales post-martiennes ont été retirés des canaux de recherche généraux et transférés vers des niveaux de cryptage normalement réservés aux opérations actives de défense planétaire. 3 scientifiques ont perdu l'accès en temps réel. 2 d'entre eux travaillaient sur des projections de trajectoires indépendantes. L'un d'eux, un chercheur portugais, a même publié une capture d'écran du message de démenti sur une plateforme de médias sociaux. Le contenu a disparu au bout de 2 heures environ, mais entre-temps, l'information s'était déjà répandue. Les observateurs européens ont commencé à recevoir des instructions anormales. A eu lieu des observations optiques passives habituelles, certains ont été chargés de se concentrer sur l'analyse thermique résiduelle, une méthodologie généralement réservée aux satellites ou véhicules non autorisés conçus pour être difficiles à détecter. Ce n'est pas ainsi qu'on étudie les comètes. Mais quelqu'un, quelque part, avait décidé que ce n'était plus une comète. À 6h12 UTC, une seconde mise à jour interne a de nouveau modifié l'état de l'objet. Candidat à la capture à stabilisation orbitale en cours. Cette nouvelle formulation a provoqué un effet d'entraînement dans les programmes de planification des télescopes, donnant la priorité à l'Atlas Tri par rapport à plusieurs campagnes d'observation déjà programmées. Sans faire de bruit, l'objet était passé d'une simple curiosité à une menace potentielle. Le terme capturé, sa définition est extrêmement rigoureuse. Pour être placé sur une orbite stable, un corps doit perdre de l'énergie.
Un objet initialement sur une trajectoire hyperbolique doit ralentir ou être soumis à une force extérieure. Aucun de ces facteurs n'était présent. Le Soleil n'avait émis aucune éruption. Mars avait déjà été dépassé. Aucune sublimation n'a été détectée. Pourtant, Tri-Atlas avait ralenti. Et maintenant, il se réorientait. C'est à ce moment précis que le réseau d'antennes de l'ESS a émis une série de signaux radars intermittents. Et il ne s'agissait pas de balayage large, mais d'impulsions extrêmement ciblées, les mêmes que celles utilisées pour les objets artificiels en mouvement rapide lorsque des mesures précises de vitesse et de rotation sont nécessaires. À tous les égards, l'Atlas Tri était devenu un objet d'intérêt tactique. Cependant, rien de tout cela n'a fuité dans le public. Le site web de l'ESA continuait de le mentionner parmi les passages interstellaires récents. L'éphéméride publique est restée inchangée pendant des heures. Pas de conférence de presse. Pas de mise à jour. Pas de diffusion. Dans les couloirs de Darmstadt. Cependant, la conversation avait changé. Le problème n'était plus simplement une question de dérive orbitale. Des scénarios de capture active ont été abordés. Chose impensable pour une comète. Et c'est inconcevable pour un fragment interstellaire. À moins que ce ne soit autre chose. À moins qu'elle ne réagisse au Soleil, ou à nous. À partir de ce moment-là, l'alerte ne se limitait plus à signaler une erreur de trajectoire. Cela a marqué le passage de la science à la stratégie. Car à partir de ce moment-là, Tri-Atlas n'était plus seulement un objet observé. C'était devenu un organe capable de nous observer. En milieu de matinée le 22 novembre, les analystes orbitaux du Jet Propulsion Laboratory de la NASA ont recalculé la trajectoire de Tri-Atlas à l'aide de données mises à jour de l'ESA. Les premiers résultats semblaient compatibles avec un passage rapproché du Soleil et une ascension hyperbolique ultérieure dans l'espace profond. Mais à mesure que les chiffres étaient intégrés au modèle, un tableau de plus en plus inquiétant se dessinait. Le vecteur ne pointait plus dans la direction attendue. Pas suffisant pour suggérer un impact. Mais largement suffisant pour faire naître la possibilité réelle d'une intersection. 3 Atlas avait abandonné la voie neutre. L'objet ne se dirigeait pas vers la Terre, mais il pénétrait dans le plan orbital terrestre avec une précision troublante. Il ne s'agissait pas d'une trajectoire d'impact, mais la précision était trop grande pour être considérée comme une simple coïncidence. À sa vitesse et à son angle actuel par rapport au Soleil, il serait passé à quelques millions de kilomètres de la position qu'occuperait la Terre dans 38 jours. Une région de l'espace normalement vaste et insignifiante s'est soudainement réduite à l'étroitesse d'un couloir. Et ce couloir a tout changé. Et la nouvelle trajectoire de Tri-Atlas ne se contentait pas de frôler l'orbite terrestre, elle la suivait. Elle ne visait pas la Terre, mais l'endroit précis où elle se trouverait environ 5 semaines et demie plus tard. Cela a incité le JPL à renommer l'objet en interne hyperbolique sortant un chemin croisé co-orbital. Le terme n'a pas été rendu public, mais ses implications étaient loin d'être anodines. Un corps venu de l'espace interstellaire avait modifié sa trajectoire de manière autonome pour s'insérer dans la future trajectoire de la Terre. L'espace est immense. Des objets errants manquent continuellement les planètes sur des millions de kilomètres. Mais cela ne ressemblait pas à une réunion manquée. Cela semblait être un choix. AU Centre de cartographie des trajectoires, un analyste a exhumé des archives d'anciennes déviations cométaires, la rotation erratique de Al-Ansamé en 2017, d'anciens comportements anormaux, des courbes imprévisibles. Aucun de ces épisodes n'avait montré quoi que ce soit de semblable. Les comètes se courbent, brillent, oscillent. Elles ne s'alignent pas sur la trajectoire d'une planète en mouvement, comme si elles régulaient leur propre arrivée. Et la question, non formulée mais évidente, traversa la pièce. Quel genre de phénomène naturel poursuit une cible mouvante? La réponse la plus simple est que non. Certains ont suggéré un possible effet gravitationnel du type trou de serrure, une sorte de fronde orbitale qui aurait pu accélérer l'objet hors du système. Mais pour que cela se produise, la Terre devrait exercer une force considérable. À cette distance, son influence était pratiquement nulle. D'autres ont évoqué des anomalies dans le vent solaire ou des pressions radiatives déséquilibrées, mais ces forces sont diffuses, irrégulières et incohérentes. On a observé ici le contraire, un mouvement compact, net et linéaire. Une dynamique qui laissait présager quelque chose de gênant. Une correction intentionnelle. Personne ne l'a dit ouvertement. Ce n'était pas nécessaire. Des nouveaux modèles de simulation ont été mis en œuvre. Cette fois-ci, les experts ont pris en compte la stabilisation interne, considérant l'objet non pas comme un corps naturel, mais comme un véhicule doté d'une inertie contrôlée, de systèmes d'amortissement et d'un système de navigation de précision. Une fois les calculs terminés, la trajectoire générée par le logiciel correspondait presque parfaitement à celle observée. C'est là que l'atmosphère a changé. Et elle ne s'agissait plus de demander où 3 Atlas était en route. Et la vraie question était pourquoi venait dans cette direction. De l'extérieur. Pourtant, tout semblait inchangé. Le système de suivi public de la NASA affichait toujours un arc inoffensif, sans alerte ni mise à jour. Mais en coulisses, quelque chose de complètement différent se passait. L'accès aux journaux spectraux a été restreint à quelques utilisateurs, les données Doppler brutes ont été supprimées des serveurs en ligne et les transferts de suivi habituellement partagés avec les partenaires internationaux ont été suspendus. Car désormais, la question centrale était autre. S'agissait-il d'un simple survol, ou d'une approche planifiée? Dans un journal privé, un analyste a noté une dernière question à 8h44 UTC. S'il voulait rester caché, pourquoi se montrer maintenant? Aucune réponse n'a été ajoutée. Un seul vecteur est resté inchangé,
3 Atlas arrivaient. Et la Terre était en route. À eu premier abord. Cela ressemblait à une simple erreur de prise de vue, une faible émission conique pointant dans la mauvaise direction, dirigée vers le Soleil au lieu de derrière lui. Non pas une courbe régulière, ni une large traînée, mais un jet orienté comme un courant d'eau dirigé vers le disque solaire. Cette image provient d'un télescope solaire amateur au Chili, enregistré quelques jours avant le périhélie et réobservé le matin du 22 novembre, lorsque le changement de trajectoire de Tri-Atlas ne pouvait plus être ignoré. L'astronome amateur qui l'avait capturé l'avait classé comme un artefact, une éruption solaire, un flou de mouvement, une perturbation. Mais après l'alerte de l'ESA et la confirmation du changement de vecteur par le JPL de la NASA, cette image a été regardée d'un œil très différent. Ce qu'il a montré, ce n'était pas du désordre. C'était la voie. C'était une question de cohérence. Le cône s'étendait en ligne droite depuis le noyau de l'objet, se rétrécissant comme un réacteur de propulsion. Ses contours étaient flous, mais géométriquement définis. Et surtout, elle avait une direction claire. En physique cométaire, directionnel ce n'est pas un mot qui ait beaucoup de sens. Les comètes émettent des gaz de manière diffuse, comme de l'eau qui bout, et non comme un moteur qui éjecte un jet stabilisé. Les éruptions se produisent à partir de cavités dans la glace lorsque la lumière du soleil pénètre profondément à l'intérieur, produisant des panaches qui se dispersent dans toutes les directions, formant de larges panaches chaotiques. Rien de tout cela ne ressemble à une fine pointe conique. Mais l'image chilienne était différente. Aucun feuillage visible. Pas de file d'attente. Juste un noyau sombre et ce cône. Et sa forme même a attiré l'attention. Elle ne s'étendait pas comme une flamme, mais conservait un rétrécissement interne, caractéristique des émissions collimatées, un terme utilisé en ingénierie aérospatiale pour décrire les flux d'échappement dirigés. Ce n'est pas un concept qui devrait avoir le moindre rapport avec une comète. Et pourtant, elle était là. Un technicien de l'ESA, s'exprimant sous couvert d'anonymat, a résumé la situation ainsi. Cela ne signifie pas que c'est un propulseur, mais c'est différent de tout ce que nous avons jamais vu sur une comète. Il a ajouté que si c'était réellement une signature de Buse, les chiffres seraient cohérents. Autrement dit, s'il s'agissait d'une impulsion, elle était stable. Et la direction de cette impulsion était exactement dirigée vers le Soleil. Une violation totale des modèles physiques connus. Selon les lois du rayonnement solaire, la pression du Soleil repousse la poussière et le gaz, créant des queues qui s'étendent loin de l'étoile comme de la fumée emportée par le vent. Une queue pointant vers le Soleil signifie que quelque chose pousse dans la direction opposée. Une explication naturelle a été avancée. L'illusion anti-queue. Le phénomène d'anti-queue peut, en théorie, donner l'impression que la poussière d'une comète pointe vers l'avant alors qu'en réalité, elle s'éloigne toujours du Soleil. C'est une illusion d'optique qui se produit lorsque la Terre traverse le plan orbital de l'objet. Mais l'image chilienne ne montrait rien de ce comportement. Car une véritable anti-queue nécessite de la poussière environnante, une coma prolongée et une lueur diffuse. Sur cette image, il n'y avait ni poussière, ni cheveux, ni luminescence. Juste le cône. Pour tester la théorie de l'illusion de perspective, les analystes ont développé une simulation recréant l'angle d'observation exact de cette date. Le modèle a immédiatement échoué. L'angle était incompatible, la longueur trop aiguë, la structure trop cohérente. Et il était clair qu'il ne s'agissait pas d'un simple anti-queue. Que restait-il alors? Un cône pointant vers l'avant, sans queue, sans coma, sans sublimation visible, et un changement de trajectoire enregistré quelques heures plus tard. Et la théorie dominante ne reliait pas le cône à la poussée qui avait modifié le vecteur, mais l'interprétait comme une signature de manœuvre. Non pas un jet naturel, mais un résidu de mouvement contrôlé. Un choix. Pas une coïncidence. Le télescope spatial James Webb n'a pas été construit pour suivre la dynamique, mais pour observer l'immobilité cosmique la plus lointaine, les galaxies anciennes, les étoiles situées à des milliards d'années-lumière. Pourtant, fin octobre, sa file d'observation secondaire était remplie de relevés intermittents d'un objet beaucoup plus proche. Tri-Atlas. Ce n'était pas un objectif principal, juste un point d'intérêt mineur. Tout a changé le 22 novembre. Peu après 2 heures UTC, les analystes du Space Telescope Science Institute ont commencé à examiner les images thermiques dans la gamme infrarouge moyenne, autour de 35 microns, collectées au cours des semaines précédentes. Et il s'agissait de contrôle d'étalonnage, rien de plus. Mais ce qui s'est révélé était en totale contradiction avec ce à quoi ils s'attendaient. L'objet pulsait. Et la luminosité à l'intérieur de la canopée n'était pas constante. Elle augmentait et diminuait lentement, selon un rythme régulier. L'hypothèse initiale évoquait un effet de rotation, des surfaces plus réfléchissantes tournant périodiquement vers le télescope. Mais cette explication s'est rapidement effondrée. Le cycle était trop régulier, trop précis, avec une amplitude d'environ 11 heures et une variation inférieure à 1%. Les comètes ne suivent pas une métronomie similaire, rotations irrégulières, sublimation, jets aléatoires et résonance gravitationnelle crée toujours des perturbations. Et il n'y a eu aucun trouble ici. C'était la constance à l'état pur. Lorsque le signal a été représenté sur un graphique d'amplitude lumineuse, quelque chose d'encore plus inhabituel est apparu. Tous les 5 cycles, une petite ondulation supplémentaire apparaissait.
Une sorte d'écho parfaitement à mi-chemin entre deux impulsions principales. Une seconde fréquence superposée à la première. En musique, cela aurait constitué une octave parfaite. En physique, le dédoublement harmonique. Aucune comète connue ne présente une telle cadence lumineuse. Réflexe superficiel, rotation, décollement structurel, tous ces éléments produisent des signaux irréguliers. Pas celui-ci. Cela présentait des proportions, du rythme et de la symétrie. Lorsque les analystes ont comparé ce phénomène à d'autres longueurs d'onde, proches infrarouge et thermique, le pic et le creux se sont produits simultanément. Cela a démontré que le phénomène n'était pas superficiel. Cela ne venait pas d'un endroit clair. Cela venait de l'intérieur. À partir des cheveux. Ou à partir du cœur. C'est alors que le ton des échanges internes a soudainement changé. Le mot est apparu signal. Pas au sens radiophonique du terme. Personne n'avait enregistré aucune information transmise. Mais au sens comportemental. Quelque chose semblait réguler sa propre production. L'énergie n'était pas chaotique. Un certain temps s'écoula. Une phase a suivi. Ce n'est pas ainsi que se comporte le rayonnement thermique produit par la poussière. Voici comment se comporte un système. Un système respiratoire. D'autres observateurs ont commencé à consulter leurs archives. L'observatoire de Las Campanas, au Chili, avait enregistré des variations similaires quelques jours auparavant, mais personne n'avait remarqué leur régularité. Lorsqu'ils ont réanalysé les données, le même cycle de 11 heures et un dixième est clairement réapparu. Même les astronomes amateurs, après avoir superposé leurs clichés, ont remarqué des microfluctuations dans la densité de la coma au même rythme. Les cheveux semblaient se dilater et se contracter délicatement, comme si quelque chose à l'intérieur en régulait la pression, ou a réagi à la chaleur, ou envoyait un signal. Les scientifiques sont restés prudents. Une explication proposée était la résonance interne. Dans certains corps glacés, les gradients thermiques peuvent accumuler de la pression et la relâcher par intervalles. Mais ce type de comportement engendre de la variabilité, et non de la précision. Cela n'explique pas pourquoi une comète pulserait comme un battement de cœur. Aucun jet observé. Pas de flash. Seule la lumière, qui grandit et diminue comme un souffle. Le rapport final, distribué à un très petit groupe d'équipes multi-agences, contenait une question restée sans réponse. L'origine de cette luminosité périodique demeure inconnue. La stabilité du système surpasse celle des rotateurs naturels. Aucun communiqué de presse n'a suivi. Mais le modèle ne s'est pas arrêté. 3 atlas continuaient de pulser. Et quelqu'un, ou quelque chose, a maintenu ce rythme. Et il s'agissait d'une procédure de routine. Une simple étape d'étalonnage réalisée par l'orbiteur à gaz trace de la mission ExoMars. Le 21 novembre, l'un des spectromètres latéraux a effectué un balayage dans la région où Tri-Atlas avait été observé pour la dernière fois. L'objectif initial était simple: collecter des données sur le rayonnement de fond, ajuster les filtres et recalibrer les paramètres thermiques du capteur. Mais, dissimulé dans le flux brut, un pic anormal est apparu. Il provenait d'une bande très étroite du spectre infrarouge. A eu début, on l'a ignoré. Les pics aléatoires sont fréquents dans les observations spatiales. Rayons cosmiques, interférences solaires, échos électroniques, autant de phénomènes susceptibles de générer du bruit visuel. Cependant, lorsque l'ensemble des données a été traité le lendemain, quelques heures seulement avant la confirmation officielle de l'écart de trajectoire, le même pic est réapparu au même point et dans la même bande. Cette fois, il n'était pas seul. Et la décomposition spectrale a révélé une raie d'émission nette et très étroite à environ 9 microns. Une signature moléculaire très spécifique, associée non pas à de la poussière de silicate ou à de la glace, mais à de la vapeur de nickel pur. Le nickel n'est pas rare dans l'univers. Il se forme dans les supernovas et apparaît souvent avec le fer au sein des noyaux compacts des astéroïdes et des protoplanètes. C'est là que le problème est apparu. Tous les corps riches en nickel jamais observés contiennent également du fer, souvent en quantités égales ou supérieures. Tri-Atlas, en revanche, ne montrait que du nickel. Aucune trace de fer sur la carte spectrale. Même pas une ligne faible. Tout simplement absent. Cela a laissé les chercheurs perplexes. Le fer devrait être plus abondant, plus réactif et plus susceptible de se vaporiser. S'il devait y avoir un élément sublimé, ce serait le fer. Le fait que seul le nickel soit présent sous forme gazeuse indiquait 2 possibilités, toutes 2 problématiques: ou le fer s'était déjà dispersé, ou bien il n'y était jamais à LL et quelle que soit la vérité des 2 affirmations, il ne s'agissait pas d'une coïncidence chimique, mais d'un processus sélectif. Un astrophysicien de l'Observatoire européen austral l'a exprimé sans détour: on ne trouve pas de nickel sans fer à moins que le fer n'ait été enlevé par un procédé quelconque. Qu'est-ce qui aurait pu l'éliminer? Une hypothèse fut avancée, timidement et uniquement en interne: le raffinage. En métallurgie industrielle, le nickel est séparé du fer par fusion à haute température, filtration magnétique ou procédés électrochimiques. Ce sont des opérations, pas des événements aléatoires. Il nécessite des outils, des systèmes et une conception. L'idée que du nickel raffiné puisse apparaître dans la matière d'une comète présumée a soulevé de profondes questions. L'objet aurait-il pu traverser un environnement extrêmement chaud? Faisait-ce partie d'un noyau planétaire réduit par un impact? Ou bien ce matériau avait-il été traité par un autre procédé? La question a cessé d'être aide. Quoi est-il fait? Et c'est devenu? D'où vient-il? La raie spectrale était trop nette pour être ignorée. Et elle est apparue dans différents outils, sur différentes plateformes. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas du bruit. Et la forme symétrique de la
Ligne indiquait que le nickel n'était lié à aucun minéral ni à aucune structure cristalline. Elle était libre, pure. C'est important. Les métaux libres sous forme gazeuse nécessitent des températures extrêmes ou une exposition intentionnelle. Pourtant, le profil infrarouge du coma n'a montré aucune augmentation thermique. Pas d'éblouissement. Aucune dissipation de chaleur. Et la vapeur était là. Mais elle n'aurait pas dû l'être. Une comparaison m'a immédiatement sauté aux yeux. En 2018, un fragment d'un ancien satellite est rentré dans l'atmosphère terrestre, et un satellite météorologique a capturé le spectre infrarouge de cette rentrée atmosphérique. Elle montrait une seule ligne de nickel, produite par l'isolation et des alliages avancés qui se vaporisent dans des conditions contrôlées. Était-il possible que TriAtlas affiche quelque chose de similaire, non pas par accident, mais par choix? Le nickel aurait-il pu faire partie d'une couche structurelle, d'un bouclier thermique ou d'une surface de protection contre le rayonnement? Personne n'avait de réponse. Suite à cette détection, ExoMars a discrètement mis à jour son plan d'observation. De nouveaux filtres ont été ajoutés, la livraison des données a été retardée et un mot inattendu est apparu dans des documents internes industriels. Car le problème n'était plus ce qui était visible. Mais c'est ce qui manquait. Pas de fer à repasser. Seulement 500. Juste cette ligne. Aucune explication. Alors que les agences spatiales s'efforçaient de vérifier la déviation de trajectoire de TriAtlas le 22 novembre, la confirmation visuelle la plus surprenante n'est venue ni de la NASA, ni de l'ESA, ni de la CNSA. Et elle provenait d'un jardin australien. Peu après 7h UTC, une vidéo à contraste élevé a été mise en ligne sur un forum d'astronomie par un utilisateur appelé Outcop88. Et la description était minimale. 3 yeux ont été à nouveau acquis se déplaçant clairement à travers les coordonnées attendues, mais ce n'est pas une comète. Le message renvoyait à une vidéo de 15 secondes filmée avec un télescope Celestron Edge HD modifié et des filtres solaires à bande étroite. Et la vidéo n'est pas devenue virale, pas immédiatement. Mais en quelques minutes, elle circulait déjà sur divers serveurs Discord privés fréquentés par des astronomes amateurs et des chercheurs. Ce que cela a montré était indéniable. TriAtlas était là, exactement là où la nouvelle trajectoire mise à jour le prévoyait. Mais elle ne montrait rien de ce à quoi on pourrait s'attendre d'une comète à ce stade de sa trajectoire. Pas de cheveux. Pas de fil d'attente. Pas d'auréole brillante. Un simple objet net et précis qui passe devant le capteur, telle une ombre métallique. Et sa forme paraissait allongée, ressemblant davantage à une tige qu'à un noyau sphérique, avec un gradient de luminosité uniforme sur toute sa longueur. C'était également inhabituel. Les corps naturels, en particulier les corps gelés, réfléchissent la lumière de manière irrégulière en raison de leur rotation ou de leur surface rugueuse. Mais ici, la réflectivité était constante, stable, identique dans chaque image. Un utilisateur l'a décrit ainsi: quelque chose entre une nageoire et une lame. Sur les dernières images, les étoiles en arrière-plan se déplaçaient lentement, exactement comme prévu par la rotation de la Terre. Mais TriAtlas ne bougeait pas comme les étoiles en arrière d'H-plan. Et elle glissa contre eux dans un mouvement linéaire et fluide, sans même la moindre vibration caractéristique d'un noyau actif. Aucune rotation irrégulière, aucune secousse. Un progrès constant et parfaitement orienté. Et la direction était ancrée au nouveau vecteur. Celui-là même que l'ESA venait de reclasser comme arc d'intersection possible avec l'orbite terrestre. Et la véritable surprise est survenue lorsque les images ont été superposées aux données publiques du système Horizon du JPL de la NASA. Et la correspondance était précise au pixel près. Le mouvement de l'objet s'est aligné sur la trajectoire correcte, non pas sur l'arc hyperbolique initialement communiqué au public, mais sur la trajectoire révisée et encore non divulguée. Cela a soulevé une question inévitable. Comment un astronome amateur a-t-il pu pointer le télescope vers le bon endroit? Interrogé pour obtenir des éclaircissements, l'auteur de la vidéo a répondu de manière énigmatique: je ne le savais pas. Je surveillais les interférences des taches solaires et je les ai filmées par accident. C'était peut-être le cas. Mais le résultat restait clair. Il avait filmé la manœuvre avant même qu'un organisme public ne la signale. D'autres observateurs amateurs ont commencé à tenter de le reproduire. Des Nouvelle-Zélande, d'Argentine, des îles Canaries, tous se dirigeaient vers le secteur indiqué, espérant une nouvelle observation. Et la plupart n'ont rien détecté. L'objet était peu lumineux et l'éblouissement solaire saturait les capteurs. Pourtant, certaines séquences ont réussi à émerger. Dans ces quelques images, le même détail apparaissait toujours, une ligne d'ombre qui traversait le champ d'étoiles avec une grâce presque mathématique. Une forme qui ne ressemblait absolument pas à un rocher de glace en rotation. On aurait dit que quelque chose volait. Un analyste spécialisé dans l'étalonnage optique pour une société privée de satellites a examiné chaque image de la vidéo. Et sa conclusion était claire: ce n'est pas un rocher. C'est une plateforme. J'ignore de quel type, mais elle contrôle son orientation avec une précision qu'aucun corps naturel ne possède. Le soir même, la vidéo avait déjà été téléchargée, dupliquée et archivée plus d'une centaine de fois. Elle ne s'est pas propagée par les voies officielles, mais par le biais de groupes cryptés, de courriels transférés et d'échanges directs de fichiers. L'ESA et la NASA ont continué de refuser de commenter. Mais parmi les passionnés d'astronomie, une nouvelle croyance s'est discrètement répandue:
Il ne suivait plus une comète. Il suivait autre chose. Quelqu'un, muni d'un télescope de jardin, avait enregistré le premier indice. Le 22 novembre à 8h22 UTC, le complexe de communication avec l'espace lointain de Goldstone, en Californie, a lancé un balayage Doppler passif en direction de Tri-Atlas. Il ne s'agissait pas d'un signal radar actif, aucune transmission, aucun rebond de forte puissance. J'écoute simplement. L'objectif était simple, détecter le décalage de fréquence des signaux naturels réfléchis à mesure que l'objet avance. Le principe Doppler est une pierre angulaire de l'astronomie observationnelle. Tout ce qui bouge, astéroïdes, comètes, débris, même poussière interplanétaire, renvoie un écho. Ce matin-là, cependant, Goldstone reçut quelque chose que personne n'attendait. Néant. Pas de retour Doppler. Aucune distorsion. Pas d'écho. Même pas la diffusion de fond. Comme si l'objet n'était pas là. Ou comme s'il absorbait tout ce qui le frappait. L'équipe a immédiatement vérifié l'équipement. Tout a fonctionné. Les conditions météorologiques étaient parfaites. Quelques heures auparavant, les mêmes instruments avaient détecté sans difficulté un objet en orbite terrestre basse. Ils ont réessayé. Toujours rien. L'absence était totale. On a d'abord pensé que l'objet était trop sombre ou trop diffus. Les comètes renvoient souvent des signaux faibles et irréguliers. Mais ce n'était pas de la faiblesse. C'était une annulation. Et la surface du Tri-Atlas semblait conçu non pas pour réfléchir, mais pour effacer toute signature Doppler. C'est là que les véritables inquiétudes sont apparues. Parce que les corps naturels ne se comportent pas ainsi. Même les astéroïdes les plus sombres, carbonés, presque noirs, en rotation rapide, génèrent une signature, aussi subtile soit-elle. Même la poussière cométaire, chaotique et dispersée, déforme suffisamment les signaux pour révéler un mouvement. En revanche, Tri-Atlas a renvoyé une ligne plate. Une théorie interne suggérait que la surface était recouverte d'un matériau ultra-absorbant, semblable au Vantablack, le nanocomposite capable d'absorber la quasi-totalité de la lumière visible. Mais aux longueurs d'onde radio et micro-ondes, aucun matériau naturel n'absorbe complètement. Il y a toujours du bruit, toujours des réflexions résiduelles. Sauf si l'objet utilisait la suppression active. Un concept bien connu dans le domaine des technologies furtives. Certains avions modernes émettent des signaux de contrefréquence pour annuler leur propre écho radar. Ils ne se contentent pas de réduire la signature. Ils la soustraient, faisant correspondre les ondes entrantes à des impulsions inversées. Il était inévitable de se demander si quelque chose de similaire se produisait ici aussi. Si tel est le cas, Tri-Atlas ne se contentait pas de réfléchir les radiations d'une manière inhabituelle, il y réagissait. Ou pire encore, il écoutait. Puis une théorie encore plus surprenante a émergé. Si l'objet était transparent aux longueurs d'onde utilisées pour les mesures, composé d'un matériau, ou entouré d'un champ, capable de laisser passer les ondes radio sans résistance, comme s'il n'était pas solide, les conséquences étaient énormes. En pratique, l'objet deviendrait invisible aux systèmes les plus fiables que nous utilisons pour surveiller les mouvements des corps dans l'espace. Mais c'est là que la contradiction surgit. Nous pouvons le voir. Nous pouvons mesurer sa signature thermique. Nous pouvons la photographier. Et la transparence n'était donc pas totale. Elle était sélective. Et la sélectivité n'est pas naturelle. Cela fait partie du design. L'équipe de Goldstone, toujours incertaine de la cause du silence Doppler, a discrètement transmis les journaux bruts à leurs collègues du réseau de communication avec l'espace lointain. Aucun communiqué de presse. Aucun avis public. Le résultat a été classé comme objet non réfléchissant, Doppler non concluant. Mais parmi les initiés, le langage était beaucoup plus direct. Il s'agit du signal Doppler le plus net que nous ayons jamais enregistré. Qu'est-ce que cela signifiait, quel que soit l'objet qu'était Tri-Atlas? Comète, véhicule ou autre chose, il évitait intentionnellement d'être mesuré avec des instruments standards. Pas de vitesse. Pas de rotation. Aucune masse déductible. Et elle ne se cachait pas dans l'obscurité. Il se réfugiait dans la physique. Et ce matin du 22 novembre, il réussit. Pas d'écho. Aucun mouvement. Aucun retour. Un simple corps se déplaçant dans l'espace, comme déconnecté des règles qui régissent tout le reste. À 9h6 UTC, soit un peu moins de 4 heures après le changement soudain de trajectoire, un événement inhabituel s'est produit au sein de l'infrastructure de données de l'Agence spatiale européenne. Le flux en temps réel de l'orbiteur Trace Gas orbité de la mission ExoMars, qui surveillait les relevés infrarouges et ultraviolets dans la zone de Tri-Atlas, s'est soudainement arrêté. La panne de courant n'était pas totale. Et la télémétrie est restée active. Le niveau d'énergie était normal. Et la liaison montante était stable. Seules les données scientifiques ont cessé d'être collecté. À eu départ, cela ressemblait à un problème de serveur, à un délai de transmission ou à un paquet corrompu. Ce sont des choses qui arrivent. Les instruments spatiaux passent régulièrement en mode d'étalonnage. Mais cette fois, c'était différent. Car le silence dura exactement 4h16. Lorsque le flux a repris, 2 lignes manquées. Ils n'ont pas été considérés comme corrompus. Aucun article n'a nécessité d'être renvoyé. Ils n'avaient aucune note d'erreur. Ils avaient tout simplement disparu. Ces fichiers avaient été enregistrés entre 4h44 et 8h08 UTC, soit la fenêtre précise durant laquelle Tri-Atlas avait ralenti et était entré dans le couloir orbital de la Terre. Conformément au plan d'observation initial, ces fichiers étaient censés contenir des images spectrales et des cartes thermiques obtenues grâce à des instruments pointés vers Mars. À leur place, une entrée système est apparue, données en cours d'examen, vérification d'intégrité en cours.
La voie est restée inchangée pendant 72 heures. Ceux qui ont demandé des éclaircissements ont reçu des réponses vagues. Problème de diagnostic, priorité de liaison descendante, congestion de la télémétrie. Mais sur les forums internes, la situation était différente. Un membre anonyme de la division des sciences planétaires de l'ESA a écrit « Les données étaient là. En temps réel. Avec une grande précision. Puis elles ont disparu. Ce n'était pas une panne. C'était une coupure de courant contrôlée. L'analyse des journaux a révélé un détail encore plus inquiétant. Le transfert de fichiers avait été suspendu manuellement. Un événement rare. ETC traçable. Seul le centre de contrôle de Darmstadt ou le siège de l'ESOC peuvent interrompre une transmission scientifique en temps réel. Quelqu'un avait donc donné l'ordre. Pourquoi? Aucune explication officielle. Mais chez les chercheurs, le lien est apparu immédiat. Il ne s'agissait pas seulement de suppression de données. Il était temps de contenir la situation. Quoique TriAtlas ait montré durant ces heures manquantes, quelqu'un a décidé que cela ne devait pas être diffusé. À l'université de Berne, les chercheurs ont remarqué un autre fait curieux. Une conférence conjointe entre l'ESA et la NASA, prévue à 10h UTC le même jour, a été annulée sans raison. Un message générique apparaît toujours sur le site web de l'ESA, événement reporté, conflit d'horaire interne. Et la conférence devait inclure des mises à jour sur TriAtlas. A eu lieu de cela. Le silence. Ce silence résonna partout. En fin de journée, les données de secours partagées par les astronomes amateurs, confirmation de trajectoire, pulsations brillantes, structures possibles, ont commencé à combler le manque. L'ESA, pour sa part, n'a rien déité. Nigné. Aucune confirmation. Simple brouillard procédural. En astronomie, le silence des instruments peut presque toujours s'expliquer par la poussière, la distance ou les conditions atmosphériques. Mais il ne s'agissait pas d'un silence technologique. C'était le silence de l'administration. Le télescope n'était pas tombé en panne. Et la navette spatiale n'avait pas connu de défaillance. Les données n'avaient pas été dissoutes. Ils avaient été arrêtés. Volontairement. Stratégiquement. Un jour, les fichiers manquants pourraient réapparaître. Ils peuvent être publiés sous une forme abrégée. Ils pourront être libérés lorsque l'attention se portera ailleurs. Mais le temps reste gravé. À un moment le plus critique du comportement observé de TriAtlas, lorsqu'il a ralenti, changé de cap et s'est aligné avec la Terre, la vision a disparu. Ceux qui observaient ont choisi de garder le silence. Dans le monde de la mécanique orbitale, tout est lié au temps. Et la position actuelle importe peu. Ce qui compte vraiment, c'est où se trouvera l'objet et quand. Quelques degrés de différence, ou quelques secondes, suffisent à transformer un passage inoffensif en une contrainte gravitationnelle. Le 22 novembre, un nouveau problème est apparu dans les données de TriAtlas. Et elle ne s'agissait pas seulement d'approcher le plan orbital de la Terre. Et elle était en train de s'y glisser. Et la découverte a été initialement signalée par des analystes du bureau de navigation de l'ESA lors du traitement des données télémétriques. Les derniers modèles ont révélé quelque chose d'impossible à ignorer. TriAtlas traverserait le plan orbital de la Terre en parfait alignement avec la position qu'occuperait la Terre après 38 jours. Autrement dit, si la Terre continuait à suivre sa vitesse orbitale normale, et si l'objet maintenait sa nouvelle trajectoire, les deux corps se trouveraient simultanément dans le même secteur de l'espace. Il ne s'agissait pas d'un impact direct, mais la situation était suffisamment proche pour déclencher des alarmes. Le niveau de précision requis pour réaliser une telle intersection est énorme. Dans le système solaire, où les distances se mesurent en millions de kilomètres et où les objets se déplacent à des dizaines de kilomètres par seconde, un tel alignement ne résulte que de deux processus, une résonance naturelle et ou une correction intentionnelle. TriAtlas n'avait pas eu le temps de raisonner. Et elle ne restait plus qu'une seule possibilité. Quelque chose avait modifié sa vitesse. Quelque chose avait modifié son point de vue. Maintenant, son chemin croisait le nôtre. Les modèles n'indiquaient pas de collision, mais délimitaient un couloir, une zone où l'objet passerait à quelques centaines de milliers de kilomètres de l'orbite terrestre, plus près que de nombreux satellites artificiels. À ces distances, les interactions gravitationnelles deviennent imprévisibles. Ce sont les mêmes distances auxquelles les sondes spatiales effectuent des manœuvres d'insertion orbitale. Les ingénieurs aérospatiaux appellent cette configuration fenêtre de capture un intervalle de temps étroit, dans lequel la différence de vitesse entre deux corps est si faible qu'une capture orbitale à basse énergie ou une rencontre contrôlée est possible. De telles fenêtres n'existent pas entre un objet interstellaire et une planète intérieure, à moins qu'elle ne soit créée. Voici le nœud du problème. Pour parvenir à cet alignement, TriAtlas aurait dû ajuster sa trajectoire par petits incréments au moins 11 jours plus tôt, alors qu'il s'approchait encore du Soleil et entrait dans sa première courbe thermique. Cela signifie que la manœuvre qui l'a amené là n'était pas spontanée. C'était prévu. La planification implique de la prévoyance. La prévoyance implique une intention. Lorsque ces modèles ont été intégrés au système Horizon de la NASA, un constat glaçant est apparu. La fenêtre d'opportunité n'était pas seulement étroite, elle se réduisait. À mesure que les données télémétriques mises à jour arrivaient des capteurs internationaux, la variance diminuait. L'objet ne se déplaçait pas librement, il était ancré. Ce n'était pas comme suivre une comète. C'était comme regarder un avion s'aligner pour la descente. Un analyste de l'ESA, s'exprimant sous couvert de confidentialité, l'a formulé ainsi: on observe ce type d'alignement que lorsqu'un événement est censé se produire. Même si cette arrivée n'impliquait pas de contact, elle soulevait une autre question troublante.
Pourquoi un objet interstellaire s'alignerait-il si précisément avec l'orbite terrestre? Moins que la Terre ne fasse partie du plan, les données restent publiques. N'importe qui peut calculer la trajectoire. Les calculs sont là, c'est clair. Mais la vérité qui se cache derrière ces mathématiques reste enfouie, enveloppée à l'intérieur d'un corps froid et silencieux qui avance résolument vers le point précis où se trouvera la Terre, avec la ponctualité d'une horloge. Tout a commencé par un tremblement si faible que presque tout le monde l'a attribué à une dérive des capteurs, une minuscule distorsion rythmique dans la coma de Triatlas, à peine visible sur les longues expositions. Mais le 22 novembre, une fois le changement de cap confirmé, ces secousses prirent une signification complètement différente. Sur 3 continents, des observateurs professionnels et amateurs ont commencé à superposer leurs images. Ce qui s'est avéré n'était pas un défaut du capteur. Ce n'était pas une éruption thermique. Ce n'était pas l'effet d'un rayon cosmique. C'était du mouvement. Pas de mouvement chaotique, pas d'explosion. Expansion. Contraction. Nouvelle expansion. Nouvelle contraction. Comme si quelque chose respirait à l'intérieur d'eux. L'objet. La tension mondiale a explosé en Nouvelle-Zélande, où un observatoire amateur de haute altitude avait enregistré une séquence filtrée d'exposition de 30 secondes sur 6 heures. Le chercheur, travaillant avec des bandes vertes et proches de l'ultraviolet, a remarqué que la coma, la couche lumineuse autour du noyau, semblait gonfler puis se contracter à intervalles réguliers. Cet intervalle coïncidait exactement avec celui enregistré par le télescope spatial James Webb, 11,2 heures. Chaque phase d'expansion était lente, contrôlée, comme une respiration remplissant une cage thoracique invisible. Chaque contraction se produisait avec la même délicatesse, comme si une pression interne était régulée. Les astrophysiciens se sont empressés de proposer des explications. Le premier phénomène était la résonance interne, des poches de gaz qui chauffaient et s'évacuaient de manière rythmique. Mais la symétrie était trop parfaite. Et la nature n'opère pas avec une telle précision. Les éruptions de gaz sont bruyantes, imprévisibles et salissantes. Le second était un artefact de rotation. L'objet tournait peut-être lentement, dévoilant parfois une plus grande surface. Mais à l'analyse, la théorie s'est effondrée. La couronne n'a pas tourné. Et elle respirait. Et la luminosité ne fluctuait pas latéralement. Et elle se gonflait et se dégonflait radialement à partir du noyau, comme un ballon qui se dilate et se contracte. Ce n'était pas une rotation. C'était un mécanisme. Une troisième hypothèse a brièvement émergé dans les forums internes, respiration magnétique, ou la compression rythmique d'un champ de plasma en réponse au vent solaire. Mais ça n'a pas marché. Le rythme n'a jamais changé. Pas pendant les éruptions solaires, pas pendant le périhélie, pas pendant la manœuvre vers la Terre. Le signal était verrouillé en phase. Un cycle synchronisé qui se poursuivait quelles que soient les conditions extérieures. Cette cohérence laissait présager quelque chose d'encore plus inquiétant, mémoire. Biologique ou mécanique, peu importe. L'impulsion n'a pas réagi. C'était prévu. L'expression signature respiratoire elle a commencé à circuler discrètement au sein de l'Institut SETI et du Congrès européen des sciences planétaires. Certains y ont vu une métaphore. D'autres non. Peut-être que Triatlas régulait la pression interne. Peut-être qu'il maintenait un équilibre thermique. Ou peut-être que cette expansion était le sous-produit de quelque chose de plus profond, un noyau énergétique, un générateur de champ, une chambre de propulsion préparée pour une utilisation à long terme. Quelle qu'en soit la cause, le résultat optique était impressionnant. Sur des images prises à 11 heures d'intervalle, le rayon du bord extérieur de la zone de coma a varié jusqu'à 5%. Quelques chiffres sur le papier, des milliers de kilomètres en réalité. Un niveau de modulation contrôlé qu'aucun corps naturel n'a jamais présenté. Le fait que cette modulation se soit parfaitement synchronisé avec les impulsions lumineuses dans les bandes infrarouges et thermiques indiquait qu'il ne s'agissait pas d'une perturbation de surface. C'était un système. Un rythme systémique. Ce rythme s'est maintenu même après le changement de cap. Comme si le mouvement, la direction, la manœuvre entière avait été régulée. Sur le souffle. Nous ne savons pas ce que cela signifie. Pas encore. Mais les données sont claires. Triatlas ne se contente pas de bouger. Et elle est vivant grâce à quelque chose. Tout ce qui respire à l'intérieur, il respire encore. Le matin du 22 novembre, une conférence conjointe NASA-ESA était prévue à 10h UTC. Le code PIN était en ligne depuis près d'une semaine. Le titre, mise à jour sur la trajectoire de Triatlas et la fenêtre interstellaire. L'événement comprenait la présentation de nouveaux modèles orbitaux, de données spectrométriques mises à jour et une séance de questions-réponses avec des scientifiques du Jet Propulsion Laboratory et du Centre européen d'opération spatiale. Les questions des journalistes avaient déjà été recueillies. Les documents préparatoires ont déjà été distribués. Puis, sans prévenir, tout a été annulé. Non reporté. Non reprogrammé. Annulé. Une phrase courte et froide est apparue sur la page en direct de la NASA. Cet événement a été annulé par le responsable. Sur le site web de l'ESA, l'espace réservé est toujours présent, désormais accompagné d'une barre grise, transmission indisponible, conflit de planification interne. Mais parmi les chercheurs spatiaux, cette explication n'a convaincu personne. Quelques heures plus tôt, vers 6h40 UTC, les deux agences avaient finalisé de nouveaux modèles orbitaux qui montraient un alignement non aléatoire de la trajectoire de Triatlas. Ces documents avaient été marqués comme urgents, avec un code de priorité jaune normalement réservé à l'élaboration de scénarios de risque. Les journalistes accrédités pour la séance de questions-réponses ont reçu des notifications
automatique, leurs accréditations avaient été révoquées. Aucune raison n'a été donnée. Lorsqu'ils ont demandé des éclaircissements, les réponses officielles ont été froides et identiques. Nous ne sommes pas autorisés à commenter cet événement pour le moment. Ce n'était pas une erreur technique. C'était du confinement. En l'espace de 24 heures, plusieurs personnalités clés qui devaient prendre la parole à la conférence, des spécialistes de la mécanique orbitale de l'ESOC, des experts en spectroscopie de la NASA, ont disparu des réseaux sociaux. Les comptes généralement actifs deviennent soudainement silencieux. À titre confidentiel, 2 personnes au sein de l'organisation ont utilisé la même expression dans des messages cryptés. La conférence a été annulée par une instance supérieure à la nôtre. La question s'est posée spontanément. Qui a l'autorité pour ignorer une réunion d'information internationale déjà convenue entre 2 agences spatiales, uniquement des entités gouvernementales de niveau national, probablement dotées d'une expertise en matière de défense. Cela inquiéta beaucoup de monde. Et la dernière fois qu'une conférence de cette ampleur avait été annulée sans préavis, c'était lors du retour de la capsule Genesis en 2004, et il s'agissait alors d'une catastrophe mécanique. Cette fois, il n'y a pas eu d'accident. Aucun débris. Aucun dégât. Donné uniquement. Des données que quelqu'un a décidé de ne pas rendre publiques. Le silence parvint rapidement à la presse scientifique. Des journalistes de Nature, Scientifique américaine et Le Monde ont envoyé des demandes d'accès aux documents en quelques heures, demandant des copies des documents préparatoires, des courriels internes et des comptes rendus de réunions. Aucune réponse. En coulisses, un événement encore plus bizarre s'est produit. Plusieurs chercheurs qui devaient intervenir aux conférences de décembre ont envoyé des avis de retrait, sans explication, comme s'il leur avait été demandé d'éviter toute exposition publique. Parmi les observateurs indépendants, la théorie la plus plausible s'est imposée. La trajectoire avait changé, les données avaient été vérifiées, et les conséquences étaient trop importantes pour être gérées en direct. Qu'aurait-il dû dire au public qu'un objet provenant de l'extérieur du système solaire est ralenti, a changé de course et s'était aligné sur la trajectoire de la Terre. Que les modèles standards avaient échoué. Ces signaux infrarouges suggéraient la présence de matériaux synthétiques. Que personne, pas même la NASA, ne pouvait expliquer le silence Doppler. Les pulsations de la coma ou les structures observées par les amateurs. Cela n'aurait pas été une conférence. Cela aurait été une crise. Le moyen le plus simple de gérer une crise est de ne rien dire. Le soir du 22 novembre, les modèles les plus sensibles des réseaux spatiaux d'Europe, d'Asie et d'Amérique du Nord sont tous parvenus à la même conclusion. TriAtlas ne suivait plus un chemin aléatoire. Et elle visait. Chaque mise à jour a réduit la marge d'erreur. La distribution des trajectoires prédites s'est resserrée au lieu de s'élargir. Ce n'était pas un corps errant sous l'influence du Soleil. C'était un objet qui se comportait comme s'il savait où il voulait aller. Et plus précisément. Quand. Une phrase courte mais glaçante circulait sur les canaux internes de la NASA et les réseaux sécurisés de l'ESA, cibler la Terre. Aucun impact. Pas de collision. Convergence. Cette distinction est fondamentale. Les objets interstellaires naturels comme Oumuamua ou Borisov suivent des trajectoires hyperboliques entrant et sortant du système solaire sans correction significative. Même celles qui présentent un comportement cométaire conservent des accélérations prévisibles, résultant du chauffage solaire ou des effets gravitationnels. Ils errent. Ils dérivent. Ils réagissent. TriAtlas, en revanche, n'a pas réagi. Il corrigé. Et sa courbe de vitesse n'était pas naturelle. Et sa décélération s'est effectuée à un rythme inverse à celui du vent solaire. Elle a traversé les lignes de gravité au lieu de les suivre. Son alignement avec la position future de la Terre, et non sa position actuelle, impliquait une forme d'anticipation. Aucune force naturelle ne prédit l'orbite de la Terre avec une telle précision. Un système guidé, oui. Une sonde équipée d'un système de guidage inertiel, ou même d'un algorithme de prédiction rudimentaire, pourrait calibrer la fenêtre d'entrée pour assurer une rencontre, un survol ou une observation. Voici comment nous envoyons des sondes sur Mars. Voici comment nous nous orientons autour de Jupiter. Maintenant, apparemment, c'est ainsi que quelque chose navigue autour de nous. Pourquoi 3 hypothèses principales se sont répandues presque simultanément au sein des communautés scientifiques mondiales. Toutes non officielles. Première hypothèse, observation passive. 1. Appareil programmé pour survoler les planètes habitables et collecter des données. Mais cela n'explique ni les émissions, ni la suppression de l'effet Doppler, ni le comportement de respiration. Deuxième hypothèse, préparation au contact. L'objet aurait réagi aux signaux terrestres, comme s'il attendait que la Terre franchisse un certain seuil technologique. Mais cela implique aussi une logique. Tes décisions. Deux choses que les comètes n'ont pas. Troisième hypothèse, surveillance ou dépistage. Le plus inquiétant. Dans ce scénario, TriAtlas serait une sorte d'instrument d'étalonnage, envoyé pour observer nos réactions, nos capacités, notre cohésion politique. Et elle n'aurait pas besoin d'atterrir. Juste pour se regarder. En constatant des pannes, des suppressions et des données manquantes. Peut-être sommes-nous en train d'échouer au test. Quelle que soit la théorie choisie, un fait demeure. Un objet interstellaire est entré dans le système solaire. A changé de cap, elle s'alignait avec
L'orbite terrestre et aucune agence ne veut dire pourquoi. Pas d'alerte publique. Aucun protocole d'urgence. Aucune explication officielle. Modèle seulement. Le silence seulement. Un simple couloir qui se rétrécit nous sépare de quelque chose qui observe, s'approche ou mesure avec une précision qu'aucun corps naturel n'a jamais affichée. L'hypothèse est simple. Les implications, elles, ne le sont pas. La fenêtre se referme.